Donc moi, je suis directrice générale d'Aquent. Et je suis la DRH de Readmidem. Voilà, donc vous intervertissez. Alors, on a souhaité aujourd'hui aborder le thème de l'expérience talent, pour différentes raisons, notamment par rapport aux interventions qui ont été... qui se sont déroulées juste avant. Certains ont expliqué que le premier ambassadeur de toute façon de votre marque était votre employeur. Donc merci. Qu'il fallait être courageux, qu'il fallait savoir prendre des risques et être tenace. Donc c'est complètement en lien avec ce que l'on va vous expliquer aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour vous expliquer, donc Aquent, donc aujourd'hui c'est un cabinet de recrutement international qui a donc une présence de 14 collaborateurs en France, et on est expert sur, ça tombe très bien, les travailleurs indépendants, ce qu'on appelle le temporaire et également le permanent. Voilà, donc intérim et CDI sur notamment les postes digitaux, marketing et design. Voilà. Et pour vous donner un peu d'informations sur Readmidem, nous on est une société d'événementiel orientée B2B à l'international. On est une filiale d'un groupe qui s'appelle Read Exhibition et qui est lui-même filiale du groupe Relix. Dans le contexte du recrutement dont on va parler aujourd'hui, Readmidem, c'est environ 200 recrutements par an, dont 40 CDI et puis un gros volant de temporaire pour répondre à la saisonnalité de notre activité. Et on est une équipe recrutement, enfin j'ai aujourd'hui l'équivalent de 2 équivalents temps plein qui s'occupent du recrutement. Donc Delphine gère 200 recrutements à l'année et nous 300. Donc c'est un sujet qu'on maîtrise et qu'on est heureuse aujourd'hui de vous faire partager. Donc la première chose, en fait, on est aujourd'hui dans un contexte de pénurie. Je ne vous révèle rien, mais ça fait du bien de se le redire, en fait, de pénurie, de véritables tensions et de cycles qui sont beaucoup plus courts. C'est-à-dire que les cycles de recrutement parfois s'allongent avec des durées de vie, entre guillemets, des salariés qui sont beaucoup plus courtes, notamment sur les profils digitaux, puisque de plus en plus, on voit donc des talents, donc des collaborateurs qui sont en poste pendant 12-18 mois. Et certains commencent à avoir une certaine lassitude, entre guillemets, ou en tous les cas veulent trouver la fonction, le step suivante, finalement beaucoup plus rapidement que ce que l'on pouvait avoir précédemment. Des tensions parce qu'on est sur des postes, on parlait du data scientist tout à l'heure, donc toutes les fonctions sur la data, toutes les fonctions sur l'expérience client sont des postes en pénurie, en tension, donc ça fait beaucoup. Sur un marché local qui forme ces profils-là, mais certains sont encore... suivent encore des études. Donc ça peut créer beaucoup de frustration et d'impatience pour les clients et pour les employeurs finaux de recruter et d'attendre ces profils-là. Et ce que l'on voit de plus en plus, nos cabinets, notamment avec certains clients qui sont plutôt des grands acteurs, des grands groupes du CAC 40, c'est l'impatience des clients, ça je ne révèle rien, et en même temps avec des profils qui peuvent accepter une offre un matin et finalement la refuser quelques heures après. Donc il y a beaucoup quand on est RH et cabinet, il y a beaucoup de frustration je crois que ça fait 3 fois que j'ai le mot frustration, mais c'est important, à gérer et à comprendre. Donc il y a toute une éducation auprès des managers qui est à réaliser. Voilà. Et le contexte de cette pénurie de talents, c'est qu'on fait le constat qu'il n'y a pas de candidat parfait. On a aujourd'hui des managers qui ont des exigences en termes de compétences de plus en plus fortes, à la fois compétences hard skills, mais on a parlé des soft skills tout à l'heure. Et puis, en fait, sur le marché, ils sont rares, ces candidats. Ça amène quoi ? Ça amène une logique de prise de risque. Aujourd'hui, un recrutement, c'est un risque, et il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques, choisir des candidats qui coche parfois pas toutes les cases, et penser déjà à la montée en compétences dès l'embauche. C'était pas tout à fait la manière dont on travaillait il y a encore même 5 ans. On essayait de trouver le meilleur candidat, on le mettait en poste, et puis roule, vas-y. Là, on va le prendre, on va l'accompagner par du tutorat, par de l'accompagnement managérial, par du coaching sur des fonctions managériales, et voire par de la formation externe dès l'embauche. Et ça, c'est assez nouveau, cet investissement-là.
Et ce qui va être important, au-delà de la formation et du coaching des candidats, il y a aussi le coaching et l'accompagnement des managers. C'est-à-dire que les managers, en fait, il y a tout un pouvoir à redonner aux managers. Donc les RH et les cabinets seront des soutiens et des coachs, justement. Donc il y a une nouvelle centralisation, j'allais dire, des managers à repositionner, en tous les cas, leurs données. Donc leur place est cruciale, notamment sur la marque employeur. Alors, je ne vais pas me faire des amis, je n'aime pas du tout ce terme, parce que je trouve que ce qui est fort dommage dans la marque employeur, c'est que beaucoup, en fait, les RH laissent le pouvoir au marketing et à la communication. Et je pense qu'une marque employeur efficace, c'est une marque employeur qui sera beaucoup plus authentique. C'est-à-dire que l'ensemble des candidats ne sont pas dupes des vidéos marketing, des vidéos communication qui montrent une vie idéale chez un employeur. Ce qui est intéressant, justement, c'est quand les managers produisent du contenu qui est authentique. Produisent du contenu, même si la vidéo n'est pas parfaite, c'est pas très grave, même si ce manager a des points de vue, on en parlait tout à l'heure sur le fait d'oser, sont pas forcément partagés par l'ensemble du marché, c'est ce qui va être intéressant. Donc une première étape, ça peut être de laisser libre champ aux managers de leurs idées, de leur point de vue, de leur opinion. Ça peut être des tribunes, ça peut être des vidéos, ça peut être des articles, mais redonner la parole aux managers, parce qu'in fine, c'est eux qui travailleront avec les talents que nous recrutons pour eux. Voilà. Et pour moi, dans le cadre de la marque employeur, c'est intéressant de s'interroger sur son processus aussi de recrutement. On voit aujourd'hui des Google qui ont vraiment une touch sur leur processus de recrutement. C'est aujourd'hui pas le cas, en tout cas chez Reed Midem. Nous, on est très pragmatique, donc on a une approche sur mesure, en fonction du poste, du manager, de sa capacité à recruter, seul ou moins seul. Et puis, aujourd'hui, on se pose des questions de RPO, donc d'outsourcer tout ou partie de l'activité recrutement. On va s'équiper, on parlait de digitalisation, on a un projet d'implémenter Workday à l'horizon 2020, et ça nous amène à se questionner sur ce processus de recrutement sur mesure et sur notre capacité à gérer un volume très important, avec des exigences très importantes, mais en faisant tout homemade et je disais même tailor-made quand on a préparé l'intervention. Moi aujourd'hui, ma conviction, c'est qu'on a besoin d'apporter un peu de standardisation dans les processus de recrutement, à la fois pour plus de clarté en interne, mais aussi plus de lisibilité pour les candidats. Et comme on est sur un sujet de talent-centric, c'est comment un candidat qui frappe à la porte de Reed Midem ou d'une autre entreprise, mais c'est vers quel processus, dans quel processus il s'engage, dans quel délai et dans quelles étapes. Alors professionnaliser ce processus, ça questionne parce que comment on s'adapte en fonction des métiers et des managers. Donc garder cette proximité-là tout en donnant un peu de cadre et un peu de corps. Voilà, ça va être un grand défi à mon avis sur les prochaines semaines, en tout cas pour nous. Sur le cœur du réacteur, sur les processus de recrutement, on a quelques tips à vous partager. On en a 6 aujourd'hui. La première chose, en fait, elle est d'avoir, ça peut paraître évident, ça l'est pour les recruteurs, les gens dont c'est les métiers, ça l'est pas forcément pour les managers et certains RH, qui est l'écoute active. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsqu'on a un candidat en face de nous, on n'attend qu'une chose, c'est qu'il puisse cocher les cases que l'on attend par rapport à ses réponses. Donc ce qui est une démarche qui, à mon sens, peut être beaucoup plus intéressante, c'est d'avoir quelque chose de plus holistique et de se dire c'est ce que je dis souvent, quel est l'homme ou la femme que j'ai en face de moi. Et après, je verrai si effectivement il coche les fameuses cases dont j'ai besoin. Mais avoir une approche plus holistique plutôt que quelque chose qui est finalement très fermé à un instant T. Et on le disait tout à l'heure, les fonctions de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Donc de façon à se dire, cette personne-là que j'ai en face de moi, cet homme ou cette femme que j'ai en face de moi, comment est-ce que je la projette dans 3 ans ? Je ne sais pas encore, je ne suis pas magicienne. Mais en tous les cas, je sais quel peut être son état d'esprit, quelles peuvent être ses soft skills, quelles sont ses zones de faiblesse ou à l'inverse ses zones de grande force et de grande compétence. La deuxième chose, elle est de former les managers aux techniques d'entretien. C'est rarement fait. Voilà. C'est rarement fait parce qu'on considère que finalement, passer un entretien, c'est écouter quelqu'un, lui poser des questions, les bras un peu croisés, lui demander quelles sont ses forces, ses faiblesses. C'est finalement en termes d'expérience humaine et d'expérience candidat pas très agréable. On a tous été dans ce cadre-là. Donc avoir cette démarche-là serait quand même un peu plus agréable.
Et la troisième chose, ce serait d'avoir des entretiens qui sont comme des réunions de travail. C'est-à-dire non pas des entretiens qui sont figés, fermés, une fois de plus avec des bras croisés, avec une table qui sépare le manager du candidat, mais avoir des questions non pas sur le background et sur l'expérience, mais des questions très concrètes sur, voilà, par exemple, je suis manager de tel business unit, concrètement, aujourd'hui, comment est-ce que vous feriez ? Donc c'est accepter aussi que le processus de recrutement prenne un peu plus de temps. Et c'est difficile par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, par rapport à des frustrations, par rapport à des fonctions qui sont pénuriques, des fonctions qui sont en tension, des data scientists ou des data analysts. On est déjà content quand on en a un, quand il vient à l'heure au rendez-vous, qu'il a 2 bras, 2 jambes, qu'il est capable de s'exprimer correctement. Donc on a juste envie de le garder. Non. Donc il faut accepter d'installer un nouveau temps, en fait. Et on en parlait avec Delphine en préparant cette intervention-là. Chose qui est aussi rarement faite, ce sont les business cases. Ça peut être quelque chose qui peut être administré par le cabinet si vous passez par un cabinet, ou par vous-même, ou même comme si c'était un DNS, un devoir non surveillé. Mais se dire quel est le mode de pensée de la personne que j'ai en face de moi. Donc plus de business case et plus d'entretiens qui sont comme des réunions de travail plutôt que finalement des entretiens assez formels et en termes d'expérience pas très enrichissants et pas très valorisants. Alors moi, je rejoins Charlotte sur l'importance de former les managers au recrutement, mais au-delà des techniques d'entretien et d'écoute active, je pense qu'un autre type, c'est de former les managers à leur définition de besoin. Mais au-delà de la définition du besoin, c'est aussi la capacité à classer ses critères de choix. Puisque le data scientist qui doit avoir ses compétences, arriver à l'heure en entretien, savoir s'exprimer, chez nous, il doit savoir parler anglais, il doit savoir travailler en mode projet, il doit avoir des soft skills importantes pour être dans la collaboration et dans la coopération. Et une fois qu'on a mis tous ces critères sur le papier, en fait, il n'existe peut-être pas. Je reviens à mon point tout à l'heure du candidat parfait. Donc comment les managers en phase amont du recrutement, et donc bien avant d'arriver en entretien avec son premier candidat, il arrive à poser ses critères clés, les 3 compétences clés, les critères nice to have, et puis ceux où vraiment si on les a on sera content, mais c'est moins important, ou alors je vais l'accompagner lors de la prise de poste sur ces compétences-là. Donc voilà, donc cette formation aussi à la phase amont du recrutement. Le 5e tips dont on a parlé aussi toutes les deux, c'est former nos managers, mais aussi nos équipes RH à la formalisation après les entretiens de recrutement. On a encore beaucoup de phases de recrutement qui se terminent en « je le sens pas ». Ça, on l'a tous vécu. Ou oh, « il était vraiment sympa, je pense qu'on va lui faire une offre ». Ça, c'est plus possible non plus, et passer par l'écrit et par la formalisation. Donc la formalisation en amont de ces critères, et puis du coup la formalisation en aval de est-ce que mon candidat répond aux critères clés que je m'étais fixés, nous paraît aussi une étape importante. Et puis le dernier tips, on s'est questionné sur la posture des RH en fait dans tous ces processus. Certaines sociétés industrielles ont ce qu'on peut appeler un droit de veto des RH. Et c'est une question moi qui me taraude depuis que je fais du recrutement, en me disant est-ce qu'il faut un droit de veto ou pas. Moi, ma position, et c'est celle de Charlotte également, c'est que les RH, elles ont un rôle de conseil dans tout le processus. Mais on est dans une logique de responsabilisation des managers, d'empowerment. Ça marche pas vraiment avec le droit de veto. Donc comment les RH prennent ce rôle vraiment, ou les cabinets prennent ce rôle de conseil, de questionnement pour faciliter la prise de décision. Et puis surtout, une fois la décision prise, pour faciliter la période qui s'ouvre ensuite, qui est la période de onboarding. Et la période d'onboarding, très souvent, qui est pas prise avec autant d'importance qu'elle devrait l'avoir. Je vous rappelle toutes les difficultés qu'on a eues à trouver un candidat, ensuite à lui donner une offre, ensuite à ce qu'il accepte l'offre. Donc, c'est plein de moments de joie, de déception, etc. Donc n'oubliez surtout pas cette étape suivante, qui est que le début. Voilà. C'est-à-dire que le recrutement n'était finalement qu'une petite partie. Donc n'oubliez surtout pas cette phase d'onboarding. On sait très bien qu'une première journée ratée est quand même très peu n'est pas un bon signe pour la suite. Donc faites attention à ça. Une fois de plus, avec à la fois les RH et à la fois les managers, on voit encore parfois dans certaines structures un ordinateur qui est pas prêt, un manager qui est pas présent, qui peut être en congé, une équipe qui n'est pas prévenue, des cartes de visite qui sont pas prêtes, un service RH qui n'est pas complètement prêt pour toutes les démarches administratives. Donc n'oubliez pas ces premières étapes-là.
Et chez Reed, vous, il y a un point après 6 semaines. Oui, alors il y a 2 choses. La première, c'est que le recruteur, ça fait partie de sa responsabilité de suivre les talents qu'il arrive à convaincre de rejoindre l'entreprise. Il a cette responsabilité jusqu'à la fin de validation, jusqu'à la validation de la période d'essai, de faire ce suivi. Et de manière très process, il y a un point d'étape toujours à 6 semaines après l'embauche de comment ça va par rapport à ce qu'on avait identifié pendant le processus de recrutement. Donc c'est l'heure. Merci beaucoup. Donc n'oubliez pas d'être talent-centric. Voilà, ce sera notre mot de la fin. Merci beaucoup.